Encore aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mamans. Jeudi, nous sommes dans cette semaine où nous célébrons bien sûr la maman, parce que le dimanche, bien sûr, c'est la fête des mères. Et nous allons nous intéresser à celle-là même qui donne la vie. Mais de quelle manière? Avec des sujets très intéressants, très croustillants, qui nous plongent un peu dans ce quotidien et dans le quotidien de nos mamans. Aujourd'hui, le thème à évoquer, mère et leader, comment porter ses projets et surtout comment vivre cette vie harmonieuse et surtout être en harmonie avec soi-même et aussi avec les autres. Plusieurs invités à recevoir en même temps dans cette émission. On aura d'abord Renaud avec l'intégrale et aujourd'hui le docteur Topégueux qui est mère et leader. On aura Michel Okei Caroline qui nous visite aussi aujourd'hui, notre invité actuel qui est mère et leader et aussi celle-là même qui va se pencher sur ce sujet en notre compagnie qui est aussi mère et leader. C'est parti. Renaud, pour démarrer donc, on aura l'intégrale aujourd'hui avec, j'ai failli dire avec le maire, Madame maire et leader. Non, pas Madame le maire, c'est la même chose. Madame la maire. Bon, j'espère qu'elle va devenir maire un jour. Docteur Topégueux, comment ça va? Bonjour Thierry. On va recevoir les trois femmes en même temps, hein, Hassan. Voilà. Okay. Coach. Oh là là, mon coach là, franchement, coach. Bonjour. Franchement, des couleurs, bon, le noir, l'élégance, c'est tout, voilà. Le rouge, c'est la force, c'est la vivacité. Je connais, j'ai appris beaucoup. Ouais. Et nous avons Michel Caroline Okei qui est avec nous, voilà, directrice de l'école internationale Michel Yakis qui nous visite aujourd'hui. On va donc s'installer, voilà, dans le salon, mesdames. Voilà, on peut donc s'installer. Bienvenue à la maison. Hein? Merci. Docteur Topégueux, elle connaît la maison. Hein? Michel qui découvre la maison aujourd'hui. C'est le salon qui est là. Hein? Là-bas, c'est la piste de danse. Hein? De l'autre côté, c'est où on se repose. Hein? Coach, j'aime bien la tenue, merci, franchement. Hein? Merci. Michel qui est un peu dans la mode et tout, je sais qu'elle kiffe un peu sur le design. Hein? Hein? Ouais, quand même. Hein? Oh, ma coach. Et puis, elle a 10 000 chapeaux à la maison. Hein? Renaud, on va donc commencer avec l'intégrale. C'est bien cela. De la revue. Oui, hein? Aujourd'hui, on est avec Dr Topé. Oui. C'est elle qui va nous aider à décrypter les informations que nous avons choisies aujourd'hui. 5 titres. Oui. 5 titres à décrypter, autant d'informations. Hier, oui. les examens du CEP, les examens à grand tirage ont été lancés avec le CEP. Et donc, ça se poursuit. Et justement, on va parler aussi, entre autres sujets qu'on va traiter, de l'ouverture du terminal Hadj à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. On sait que le premier contingent est parti. La première cohorte de pèlerins pour cette édition 2025 du Hadj est partie. Et puis on va parler aussi de quelque chose qui s'est produit hier au plateau et qui a été viral sur la toile. Ce sont des tirs qu'on a entendus devant le siège de la MATCA. Ah, OK. Voici donc ces sujets, des sujets très croustillants que vous allez avoir aujourd'hui. Parlant de CEP, moi, je dis bonne chance à mon neveu, Houssen. Hein? Petit, il faut nous envoyer ça. Hein? On est intelligent dans la famille et puis nous, c'est un coup KO. Et puis, bonne chance à tous ces enfants et courage aussi aux parents. Parce que hier, pour nos proches, j'accompagne mon enfant ici, j'accompagne mon neveu ici pour les examens. Bonne chance. Et bon courage, restez concentrés, hein, l'effort fait l'effort, tout simplement. Donc, Docteur Topé, on est là pour décortiquer ces actualités-là. Bien sûr. Je suis avec Renaud aujourd'hui. Oui. On va décortiquer ensemble l'actualité pour vous. Bien sûr, bien sûr. Et je sais qu'elle est très heureuse d'être là. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Avec le sourire. Hein? OK. Alors, coach, mère et leader, on en parlera, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Oui, exactement. Nous sommes dans cette belle période. Hein? Oui, de la fête des mères. De la fête des mères. Des femmes leaders qui vont être célébrées en tant que mères, des femmes qui vont être célébrées en tant que mères. Donc, on va en parler en long et en large tout à l'heure. Tout simplement. Oui. On va décortiquer un peu ce sujet-là. Oui. Hein? Parce que c'est vrai que même si elles n'ont pas des postes de responsabilité, elles sont quand même leaders. Mais bien quelque sûr, part, à la maison le et leader tout. n'est pas forcément lié au positionnement. Le leadership, c'est l'impact. Le leadership, c'est comment je fédère autour d'une vision, autour d'une idée. Oui. Comment j'entraîne en fait les personnes qui se reconnaissent dans cette vision-là avec moi. C'est ça. Donc, ce n'est pas une question de positionnement. On peut être manager et ne pas être leader. C'est ça qu'il faut. Mais bien sûr, en fait, on peut manager sans l'idée. Bon, je prends ma tablette, je commence à noter. Allons-y. Mais j'attends un peu d'abord. OK. Donc, j'attends un peu. Michel, qui est avec nous aujourd'hui, voilà.
on vous a dit, hein, tout au long de cette semaine, on va recevoir des mamans. En leur nom, saluer toutes les mamans du monde, leur dire merci d'être à nos côtés. Michel, qui est maman hein, d'un garçon, hein, d'un garçon de 20 ans. Vous voyez, à qui on fait un petit coucou. Elle va nous parler un peu de ce petit côté maman, de ce petit côté leader, parce qu'elle a aussi des postes de responsabilité. Et comme le coach l'a dit, hein, on n'a pas besoin de ça pour être leader. On est déjà leader même à la maison. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci à toi. Hein, à travers elle, on salue, je l'ai dit, toutes les mamans du monde. Allez, nous, on va démarrer cette émission parce qu'ils sont prêts à vous permettre d'avoir ces informations, surtout ce qui s'est passé au plateau hier. Hein, quand même. On a été effrayés. Hein. Oui, oui. On a reçu des messages. C'est devenu viral. Hein, oui. Sur la toile, les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Donc, il y a des commentaires un peu fous sur les réseaux sociaux. Que voilà, c'est reparti. Non, il n'en est rien. Voilà, c'était juste qui circonscrit au niveau de la MADCA. Il y a une assemblée générale qui avait été convoquée pour l'installation du nouveau directeur général. Bon, directeur général intérimaire. Et c'est ça qui est parti en vrille. Mais on en parle. Bien sûr, bien sûr. Hein, ne soyez pas affolés. Moi, hier, j'étais en train d'enregistrer l'émission Fête des mères, mais c'était la folie. Et je n'ai pas voulu dire aux invités, sinon les mamans, là, ça va être la débandade ici. Allez chercher l'enfant. Ben oui. Je dis, bon, je finis mon émission, et puis maintenant, je peux dire au moment là qu'il y a eu quelque chose. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Donc, allez, sans plus tarder et sans autre transition, on va aller avec l'intégrale de la revue. Et quand on reviendra, on parlera un peu des mamans qui sont des leaders. À tout de suite. Ici c'est Awané, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awa. Je suis fier d'être dans les belles villes, que les Diana danser à Bobola. Salut dames et messieurs, recevez le vocal possédant l'esprit mélodieux. Je vous invite ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1 dans Awané avec la Padrine. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes avec Dr Topé. Bonjour, docteur. Bonjour, Renaud. Très heureux de vous retrouver. C'est partagé. Aujourd'hui, on l'a dit, 5 sujets à traiter. On démarre avec les examens à grand tirage qui ont débuté hier. Exactement. C'est le CEP qui a ouvert la danse. Oui, bien sûr. Les enfants, les tout petits ont composé hier pour marquer justement la fin de ce cycle primaire-là. C'était plus de 588 000 candidats et autour de 291 000 pour les filles. Donc, il y a légèrement plus de garçons que de filles qui ont composé hier. Et je pense qu'ils donnent le ton à tous les examens de grand tirage parce que déjà, la mercredi prochain, ceux du premier cycle iront pour le BEPC et ensuite le bac va suivre. Voilà, donc les oraux également du BEPC démarrent ce mercredi. Mais Renaud, il faut dire quand même que c'est un examen qui là se déroule quand même dans un climat plus ou moins mitigé parce que ces enfants-là ont connu quand même une année scolaire perturbée par la grève de leurs enseignants, la grève du secteur éducation-formation. Mais fort heureusement, je pense que le dialogue a prévalu et donc tout est rentré dans l'ordre. Et donc les enfants, effectivement, composés hier, justement, il y avait des hommes qui étaient là à leur disposition, des surveillants, des chefs de centre. Et je pense que tout s'est bien passé. C'est mis à disposition pour l'examen à grand tirage. Et justement, la ministre Mariatou Kone a rappelé que ces examens-là doivent se passer dans les conditions idoines et surtout que les enfants et tous ceux qui vont composer cette année doivent privilégier l'effort. L'effort et la responsabilité. Et qui parle de responsabilité dit attention à la fraude. Attention à la fraude. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incidents, il n'y a pas eu d'incidents majeurs signalés hier. Rien n'a été signalé. Voilà, donc sur toute l'étendue du territoire national, effectivement, les enfants sont allés composer pour le CEPE. Et donc les résultats sont attendus, Renaud, pour le 2 juin. Le 2 juin. On n'a pas le temps. Non, pas du tout. 2 semaines juste après, on a les résultats généralement pour les examens à grand tirage. 2 semaines après, que ce soit le CEP, le BEPC, le bac,
Après 2 semaines, on a les résultats. Et je pense que les enfants sont confiants, hein, donc je pense qu'on s'attend plus ou moins à un score élevé cette année, parce que les enfants avec lesquels nous avons échangé ici et là se sont dit confiants, hein, très sûrs, abordables. Bon, on connaît la rhétorique, hein, très abordable, mais je pense que cette année, on s'attend à un taux élevé, parce que déjà là, il y a eu les examens blancs, il y a eu le CEP, il y a eu 2 CEP blancs. En cours d'année, on donne de bons résultats. Donc, naturellement, on s'attend à aussi de bons résultats pour ces CPE. Voilà. Justement, la ministre Maria Toukoné qui a demandé aux enfants, en tout cas, de faire en sorte qu'on atteigne les 100%. Hein? Oui, voilà. Je pense qu'on va se rapprocher des 100%. Mais c'est tout cela, hein, qui a favorisé l'indice, hein, l'IDH élevé cette année pour la Côte d'Ivoire depuis 2020-2023. Je pense que c'est ces résultats-là. Parce que pour calculer l'IDH, l'IDH intègre, en plus, voilà, en plus des statistiques, intègre des facteurs qualitatifs comme le niveau de scolarisation, de santé, et ainsi de suite. Donc, bravo à nos tout petits, on attend les résultats. Je pense qu'on va vers de bons résultats, Renaud. Et ce sont les 588 492 candidats exactement, hein, qui ont composé hier. Et ces examens sont placés sous le thème responsabilité et professionnalisme pour des examens de qualité. Vous avez tout dit. Hein. C'est bien. Et justement, on attend ces résultats, vous l'avez dit, pour le 2 juin 2025 à 14h00. C'est l'heure qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, on l'a dit aussi, hein, au travers de vos propos, le BEPC qui va démarrer bientôt. Et le BEPC pour lequel il y aura une petite pause pendant la période des examens. Il y a la fête de l'Ascension le jeudi 29. Donc, il y aura une pause là ce jeudi et puis continuer ensuite le vendredi. Voilà. Et justement, bonne chance à tous ceux qui sont engagés pour les examens à grand tirage pour cette année. Et puis, bon, l'événement dont on parlait, hein, qui s'est produit hier au plateau, peur, panique, hein, dans toute la Côte d'Ivoire, parce que ce n'était pas seulement au niveau d'Abidjan, parce que l'information est devenue virale. Ce sont des tirs qui ont été entendus devant le siège de la mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan. Oui, la MATCA, Renaud. Je pense que c'était digne d'un film western. Hein. C'était digne d'un film western. Non, mais en quelques secondes, hein, le plateau pratiquement était vide. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Ça faisait peur, Renaud, parce que les images ont fait le tour de la toile. On voyait des gens tirer, c'était la débandade, il y a eu des blessés, il y a eu plusieurs personnes qui ont été interpellées. 13 personnes blessées, hein, selon les chiffres qui ont été communiqués par le jour plus. Donc on attend les résultats de l'enquête. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois qu'à la MATCA, on connaît des soubresauts pareils, Renaud. Ce n'est pas du tout la première fois. Je ne sais pas, déjà là, le directeur général de la MATCA, il séjourne là au pôle pénitentiaire avec certains de ses collaborateurs, dont le DAF et son chauffeur personnel, voilà, cité dans une affaire de malversation, voilà, des deniers publics. Mais bon, on attend de voir, hein, on attend les résultats parce que hier, franchement, il y a eu beaucoup de peur. Et il y a eu des personnes qui ont été blessées. On a vu du sang hein, sur toute la toile, Renaud. Vraiment, on attend que le ministre des Transports prenne vraiment des résolutions durables à cette crise de la MATCA, parce que c'est quand même au cœur de la commune administrative que tout cela s'est passé. Ça fait peur, il ne faut pas effrayer les investisseurs qui sont là, il ne faut pas effrayer les populations qui sont là, qui ont besoin de paix pour travailler. Renaud. Justement, vous l'avez dit, et cette crise qui a démarré depuis le 2 mai 2025 avec, comme vous l'avez dit, l'interpellation de l'ex-directeur général de la mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan et ex-directeur général qui se retrouve, vous l'avez noté, depuis quelque temps au pôle pénitentiaire d'Abidjan, j'ai failli dire autre chose. Le PPA. Allez, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que justement ces bruits d'armes vont cesser et qu'au niveau de la MATCA, les choses vont reprendre correctement. Allez, on passe à un autre sujet, docteur, et surtout on rassure les populations. Hein. Voilà, il n'y a rien eu d'autre que des soubresauts au niveau de la MATCA. Tout est rentré dans l'ordre, le siège est même sécurisé par les forces de l'ordre. Oui, des personnes ont été interpellées. À la fois de la police et de la gendarmerie nationale. Et donc l'endroit, les alentours sont sécurisés, donc on peut vaquer à nos occupations. Vous allez au plateau, faire vos courses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout est rentré dans l'ordre. Et justement, il faut rappeler aussi qu'il y avait une assemblée générale hier qui avait été convoquée pour l'installation du directeur général intérimaire. Et c'est ce qui a été à la source de ces affrontements qui ont conduit à ces tirs qu'on a entendus. Allez, on passe à un autre sujet maintenant avec la complicité de la régie, bien évidemment. Et on se rend à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
où le terminal Jeddah a été ouvert officiellement et c'est grâce à l'appui de l'Arabie saoudite. Oui. Et bien sûr, c'est grâce à l'appui de l'Arabie saoudite qu'on a pu ouvrir le terminal Jeddah à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais Renaud, je pense que ça va faciliter le transit de tous ces pèlerins, parce qu'on s'attend à environ 7000 pèlerins qui vont s'envoler pour l'Arabie saoudite, pour le Hajj. Et je pense que déjà 2025, là... Bien sûr. Je pense que déjà là, il y a eu un premier... une première vague qui est partie. Oui, c'était le 18, je crois, le 18 mai. Exactement. Voilà, selon l'expression. Voilà, ils vont pour un mois. Ça facilite le déplacement, le transit. C'est des salles qui sont là, une grande salle de transit. Vous pouvez avoir des billets, des sièges confortables pour l'attente. Donc, ils débarquent. Et ils embarquent là. Et vraiment, merci à l'Arabie saoudite qui nous a facilité l'ouverture de ce nouveau terminal, Renaud. Et justement, ce projet qui s'inscrit dans une initiative plus large mise en place par le Royaume d'Arabie saoudite pour permettre à tous les pèlerins qui partent de certains pays, dont la Côte d'Ivoire, pour le Hajj, de se déplacer dans de très bonnes conditions et d'être accueillis aussi dans de très bonnes conditions. Et il faut dire que ce terminal Hajj permet d'accueillir au moins 10 000 pèlerins. Voilà, donc on est dans la marge. On est dans la marge, parce que 7 000 qui partent cette année. Voilà. C'est un programme au niveau de l'Arabie saoudite. Je pense que c'est une stratégie diplomatique. Oui. Voilà, c'est une stratégie purement diplomatique pour l'Arabie saoudite qui facilite l'arrivée, le transit de tous les pèlerins qui vont arriver chez eux. Et je pense que la Côte d'Ivoire en a bénéficié. C'est tant mieux pour nous. Oui, justement, cette initiative est baptisée la route de la Mecque, initiative lancée par le Royaume d'Arabie saoudite, qui permet justement, comme on l'a dit, à plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, de bénéficier de ce type d'infrastructure. Allez, on passe à notre sujet, toujours avec la complicité de la régie, docteur, pour continuer à traiter l'information dans ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Et bon... Enfin. Je veux dire, votre voix est ouverte. Enfin. Je vais le dire comme ça. L'échangeur de Faya est enfin offert. Et ce sont que les automobilistes qui peuvent se réjouir. Bien sûr, enfin, l'échangeur de Faya a été remis à la circulation de tout le monde, de tous les usagers de la route. Et je pense que ça désengorge. Parce qu'au point de Faya, le feu, au niveau du feu, il y avait un gros bouchon. Bon, vous savez de quoi vous parlez. Il y avait un gros bouchon de façon permanente. À partir de 5h30 du matin jusqu'à 23h, Renault, le feu du Faya était inondé de véhicules. Et cet échangeur-là facilite. Et c'est rapidement que quand vous prenez la voie de Benjerville pour la Riviera, c'est rapidement que vous arrivez au feu d'Akwedo. C'est rapidement que vous arrivez au feu du camp d'Akwedo, le nouveau camp d'Akwedo. Et donc, franchement, ça facilite le transport de toutes ces personnes-là qui vivent à Benjerville ou à Faya. Qui, pour certaines, maintenant, vont pouvoir dormir un peu plus. Un peu plus, c'est-à-dire 30 minutes. Se réveiller à 3h du matin ou 4h du matin pour éviter les bouchons. Exactement. Donc, on attend aussi, en même temps, l'ouverture des prochains. Oui, parce qu'il y a un autre ouvrage qui est en train d'être réalisé au niveau de la Palmeraie, déjà au niveau de la Palmeraie, école de police, Riviera 3. Oui. Au niveau de l'école de police, je pense que ça va fluidifier. Oui, encore plus. Ça va fluidifier le transport. Donc, c'est bien pour Faya, on attend la suite. On attend la suite et justement, le gouvernement ivoirien qui travaille à cette suite pour permettre... avoir des infrastructures routières de qualité. Oui, et donc après l'échangeur d'Akwaba pour Port-Boué et bientôt celui de Koumassi qui est prévu pour le 31 mai. Oui, je pense que les travaux se poursuivent au niveau de l'échangeur de Koumassi. Oui. Espérons que, franchement, ça se termine bien et vite pour fluidifier aussi à ce niveau, parce que là, on reste coincé. Et donc, ça vaut la peine de faire ça. Justement, donc, ouverture, échangeur de Koumassi, dont il y aura une ouverture partielle, une partie de cette voie-là, à partir du 31 mai. Et donc, pour Faya, c'est effectif depuis le 14 mai. Et je vois le sourire sur le visage de Dr Topé qui emprunte cet axe-là tous les jours. Bien sûr. Allez, on va passer à un autre sujet, toujours avec la complicité de la régie. On parle du Festival de Cannes, la 70e édition, pour laquelle la Côte d'Ivoire est l'un des pays à l'honneur. Et Côte d'Ivoire qui a présenté ses atouts au reste du monde récemment. Exactement. Je pense qu'en marge du festival, il y a eu une conférence de presse qui a été animée par la délégation ivoirienne qui s'est rendue à Cannes, en France, lors du festival. Et il s'est agi de présenter les atouts
la Côte d'Ivoire regorge d'énormes atouts en cinéma. Renaud, on peut venir tourner des films à Abidjan. Oui, Très grands films à Abidjan. Oui, comme ça a été le cas pour un film tourné par un Ivoirien, Franck Zadi, si je ne m'abuse, qui a tourné un film en Côte d'Ivoire ici. Et, on a de grands acteurs, on a de bons acteurs, de talentueux acteurs. Bon, on le voit ici à l'image, Franck Léhi, réalisateur de la série Les Coups de la Vie. Et on a Anna Ballot de RTI Distribution, Madame Anna Ballot qui est présente là-bas, Connie Touré, Alex Ogou, qu'on voit ici à l'image. Donc c'était une grande et forte délégation qui allait défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement, Renaud, on peut venir tourner des films à Abidjan, je l'ai dit, et je ne le dirai jamais assez. Tourner des films parce que nous avons un beau paysage. On peut tourner des films ici à Abidjan, à l'intérieur, à Mans, à Yamoussoukro, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans le Sukomoé. Il y a tout. Oui. Il y a tout. Donc, on offre de beaux paysages. Vraiment, venez, on vous attend. On vous attend à Abidjan pour tourner vos films. Je pense que c'est ce que la délégation allait transmettre, allait crier haut et fort à Cannes. Et je pense qu'ils ont été entendus. Et justement, c'est le message essentiel qui a été transmis à travers cette délégation à la 78e édition du Festival de Cannes, dont la Côte d'Ivoire était le pays invité à l'Afro-Cannes. C'est un événement qui se tient en marge du Festival de Cannes. Et justement, le ministre Amadou Koulibaly, qui était aussi, a rappelé que des efforts considérables, vous l'avez dit, ont été déployés pour moderniser les infrastructures et permettre, bien évidemment, de tourner de grosses productions cinématographiques en Côte d'Ivoire, ici, comme on le fait déjà au Maroc, en Tunisie, en tout cas dans certains pays du Maghreb. Et pour permettre cela, plusieurs structures ont été mises en place. On peut parler, par exemple, de l'Office national du cinéma qui a été renforcé. Il y a Côte d'Ivoire Box Office, qui permet d'avoir toutes les informations relatives au cinéma et à tout ce qui pourrait être fait ici en termes de production. En tout cas, les membres de la délégation sont allés le dire. La Côte d'Ivoire est prête pour accueillir une production. Exactement. Mais Renaud, je pense que c'est la culture aujourd'hui, notamment le domaine du cinéma, offre beaucoup d'avantages. Il faut investir dans le cinéma. Et je pense que récemment, là, il y avait eu la CGC Academy qui était revenue sur les atouts culturels de la Côte d'Ivoire et qui avait, parmi tous ces atouts-là, cité le cinéma. Donc, il y a de la matière. Il faut investir dans le cinéma. On a des offres, on a des talents, on a des paysages, on a du matériel. Je pense que on vous attend. Et comme l'Inde l'a fait pour Nollywood, le Nigeria pour leur structure aussi qui permet de produire tous ces films, le Babywood aussi permet de générer de grosses ressources financières. Et c'est ce que la délégation ivoirienne est allée dire à Cannes, à la 78e édition de ce festival, qui n'est pas fini, qui va refermer ses portes le 24 mai 2025. Allez, docteur, on va chuter avec le dernier sujet à l'ordre du jour aujourd'hui et la régie qui nous envoie l'image de ce dernier sujet. Et justement, docteur, on y va avec la complicité de la régie. Ah bon, on a fini là. On a fini. C'est ce qu'on me fait savoir. On allait tellement vite que je me suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte qu'on avait terminé. Docteur, merci. Je vous en prie, Renaud. Et puis bonne continuation. Oui. On se retrouve dans 2 semaines. C'est ça. Je vous laisse avec Dr Touré mardi prochain. Docteur Touré, à qui on passe le bonjour. Docteur, merci. Merci, Renaud. Docteur ici, comme le disait la dernière fois. On va passer le relais à Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud et au docteur Topégueux. C'était l'intégrale de la revue. Vous savez, on donne des sujets et on décortique. On essaie de vous permettre de comprendre, de savoir et d'entendre. Merci beaucoup, docteur. Merci Thierry. Elle a dit dans 2 semaines. Hein? Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Avec beaucoup de plaisir. J'ai prié pour vous, ça se passera bien. Comment? J'ai prié pour vous, ça se passera bien. Si c'est prier, on a prié. Prier, on a vraiment besoin de ça. Prier, doser même. Voilà, sans modération. Ça, c'est sans modération. En tout cas, merci beaucoup à Renaud pour la revue, l'intégrale. Et c'est tous les mardis que nous vous offrons l'intégrale de la revue. Allez, vous voyez ce que moi je tiens là. Quand on reçoit cette dame, on a toujours des cas pratiques, on a toujours des explications. Avec elle, c'est un véritable coup qu'elle nous donne. C'est pour ça qu'elle nous fait bosser la veille comme ça, comme si on passait le bac. Coach White. Allez. On va donc poursuivre. Mais avant de la recevoir et d'évoquer ceci, on va parler un peu de la maman.
On a une maman qui est ici. On lui a dit, viens à Matin Bonheur, on va parler un peu de toi, de ce que tu fais, de comment tu arrives à canaliser ce gros bonhomme de 20 ans et comment tu arrives à allier fonction et rôle de maman. Rôle de maîtresse de maison. C'est ça. Oui, comment elle arrive à allier les deux. On va essayer de comprendre. La dame qu'elle a, elle est experte. Wow. Elle va bien vous écouter. Très cher Michel Okei. Et puis, je sais que forcément, quelque chose va sortir là. C'est un cas pratique, hein? En même temps, non? Ah, de deux choses l'une. Hein? On a fait exprès. Hein? On a fait exprès. Aujourd'hui, on lui impose un cas pratique. Michel Okei qui est avec nous. Je rappelle qu'elle est directrice de l'école internationale Michel Yakis. Merci d'être en notre compagnie, donc. Alors, aujourd'hui, on célèbre un peu les mamans. Toute cette semaine, ici à Matin Bonheur. Je pense que nous sommes les premiers à commencer. Hein. Les gens n'ont pas encore commencé. Hein. Donc, attendez d'abord, attendez le vendredi. Nous, on est là, on célèbre les mamans. Alors, déjà, qu'est-ce que ça fait d'être maman? J'ai toujours voulu poser cette question à mon invité dans cette période de maman. Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Être maman, c'est un pur bonheur, avec ses hauts et ses bas, mais c'est quelque chose d'indescriptible. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... C'est un combat tous les jours, ce sont des joies tous les jours, c'est aussi un emploi du temps très chargé, c'est la rapidité, la réactivité, c'est la correction. Une maman, c'est beaucoup de choses. OK. Le juge est là. Donc... Non, je ne suis pas juge. Alors, ce sont des combats tous les jours, c'est de la joie. C'est vrai qu'on aime la joie, on aime le bonheur, on aime le sourire et tout. Mais on va parler un peu de ces combats-là. Qu'est-ce qu'on a dans le mot combat? On a une éducation à donner à un enfant. Oui. Et des fois aussi, vous avez des enfants avec des maladies qu'il faut aussi arriver à juguler en alliant travail, emploi du temps et hôpital et tout ça. Vous avez aussi tout ce qui est travail. Il y a l'adolescence qui est une période aussi qui est un peu difficile. C'est une période qui fait vraiment peur aux parents. Oui, ça fait peur aux parents parce qu'effectivement, c'est beaucoup de dialogue. Voilà. Okay. C'est beaucoup de communication aussi. Et voilà, pouvoir manier la carotte et le bâton et tout ça ensemble, c'est pas facile. Voilà. Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on a le bâton et la carotte? Est-ce que quelque part il faut être très dur parce qu'on dit souvent il faut être plus dur avec les garçons que les filles ou il faut être plus dur avec les filles que les garçons? Moi, je pense que c'est une question de vision. Pas forcément. Je pense que l'éducation, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'enfant. Trop de rigueur tue la rigueur pour moi. Il faut panacher. Ah, c'est bien dit ça. Non, vraiment, il faut panacher parce que si vous faites un enfant, vous êtes trop rigoureuse, l'enfant aura peur de vous. Il ne pourra pas venir spontanément vers vous, vous expliquer ses problèmes, ses petits bobos. Et donc, vous allez mettre un frein entre l'enfant et vous. Moi, je pense que trop de rigueur, ce n'est pas bon. Il faut savoir panacher. Il y a des moments où il faut être très rigoureuse. Il s'agit du travail, certains comportements. Il y a des moments aussi, il faut laisser faire. Il faut voir comment l'enfant se comporte naturellement, pour pouvoir voir les défauts, les failles. Mais si vous passez tout le temps à crier sur l'enfant, il se retrate et il s'enferme en fait. Voilà. Bien sûr. Mais on va être un peu sur le cas pratique avec Michel Okei. Elle a un enfant de 20 ans. Comment est-ce qu'on arrive à gérer un garçon de 20 ans? Ouais. Moi, c'est la communication, parce qu'il me parle, il me donne son point de vue, on discute beaucoup. Il parle énormément, et donc on discute beaucoup, il me donne son point de vue. On n'est pas d'accord, à un moment, je tape sur la table. Bon, voilà, c'est pas facile, mais bon, c'est tous les jours, il faut trouver une stratégie, il faut communiquer. Pour moi, la base, c'est la communication. Franchement, avec tout ce qui se passe autour de nous, les mutations, les réseaux sociaux, il faut communiquer pour connaître le point de vue de l'enfant et pouvoir arrondir les angles, donner le bon chemin, donner le point de vue qui est important, c'est important. Mais tout dépend aussi de la base. Si la base aussi est bonne, après, c'est une question de discussion. On a des facteurs externes. On a l'école, on a l'environnement, on a les amis. À 20 ans, on se dit que je peux faire ce que je veux à 20 ans. Voilà, donc du coup, si vous n'entendez pas ce que votre enfant pense, s'il n'est pas à l'action, s'il ne communique pas, vous ne pouvez pas régler certaines choses. Pour moi, c'est très important. Surtout un garçon, vraiment, je cause, je discute, mais je ne peux rien lui imposer. Mais je sais qu'il a des valeurs, puisque c'est moi qui lui ai transmis, donc je sais sa base, en fait. Mais
il y a tellement de facteurs externes, on ne peut rien prédire. L'homme même ne se connaît pas. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Oui, bien sûr. Je sais que franchement, peut-être que le docteur, coach, peut-être que l'autre coach aura peut-être un additif, ce que tu es en train de dire, ou peut-être des questions, parce qu'en même temps, on va profiter pour faire un petit cas pratique avec Michel, qui est en notre compagnie. Alors, c'est vrai qu'on essaie de donner cette bonne éducation à l'enfant. On communique, on essaie d'arrondir les angles et tout. Mais on a des postes de responsabilité souvent qui nous empêchent d'être présents. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Bon, moi, j'ai l'avantage de communiquer mon programme, de dire que je ne serai pas là, on fait ça, on communique. Qu'est-ce que tu souhaites manger? Quel plat on fait? On se parle. Et des fois, je rentre tard, il m'appelle, mais maman, tu ne m'as pas dit que tu rentrais tard et tout ça. Donc, j'ai basé notre relation sur la communication pour faciliter l'échange. C'est vrai que des fois, il me cache des choses que je découvre. Et de temps en temps aussi... Ce qui est normal, hein? Oui, bien sûr, c'est un enfant. Après tout, même s'il a 20 ans, donc de temps en temps aussi, je viens le surprendre à la maison pour voir ce qu'il fait. Bon, il faut avoir des stratégies pour, pas contrôler, mais pour savoir ce que l'enfant fait. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais moi, je suis une famille monoparentale, donc j'ai besoin de savoir comment ça se passe et tout ça. C'est hyper important, donc... Nous, on a basé notre relation sur la communication. On va dire ça comme ça. Voilà. On partage son expérience dans cette émission. Elle s'appelle Michel Okeyi-Caroline. J'oublie le petit nom, Caroline, mais je vais l'ajouter quand même. Avec elle aujourd'hui, c'est toutes les mamans que nous voulons viser. Coach, elle a dit parents, éducation monoparentale. On a plusieurs, on va dire plusieurs aspects comme ça dans l'éducation. Quelque chose à ajouter, ce qu'elle a dit? Oui, elle a si bien dit. Et pour, il y a quelqu'un qui disait, un enfant, ce n'est pas un vase vide qu'on remplit. Donc, c'est une source qu'on doit laisser jaillir, éclore. Donc, quand on arrive à faire la part des choses avec l'enfant, on comprend mieux son fonctionnement parce qu'on a été aussi enfant. On a eu des réalités avec nos parents. On comprend mieux ce que l'enfant veut. Surtout, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme médias sociaux, avant, nous, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, les enfants, ils ont ça. Et ils regardent des choses, ils apprennent de ce qui vient de l'extérieur. Donc, l'essentiel pour le parent, c'est d'être présent. C'est vraiment la présence. Les enfants ont besoin de leurs parents. Une présence consciente, mais pas être là sans être là. C'est de ça que l'enfant a besoin. Quelquefois, les comportements, ce que les enfants font, ce sont des alarmes. Ce sont des alarmes. On va dire, mais je ne t'ai pas appris ça, pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Généralement, on va rentrer dans une colère où on va commencer à accuser l'enfant. Mais est-ce qu'on cherche à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant l'a fait? Quelquefois, les parents ne sont tellement pas présents que l'enfant est obligé de faire des bêtises pour attirer l'attention sur lui. Donc, la présence est tellement, mais tellement importante. Et elle a dit... Elle, en tant que maman et qui joue également le rôle de papa, c'est la communication qu'elle a instaurée avec son fils. Et c'est très important. Et au-delà de la communication, il y a la présence. Vraiment que l'enfant sente que même si je suis dans une situation challengeante, si j'ai réalisé quelque chose que ma mère n'aime pas, je suis capable de lui dire parce qu'elle est présente pour moi et elle me parle, elle m'accompagne dans ce développement-là. Voilà. Merci pour cet additif, coach Wed, que vous allez plus entendre dans la deuxième partie de cette émission parce qu'on va parler de la mère et leader. Elle a dit tout à l'heure, il y a souvent quelques comportements que nous décrions. Moi, je voudrais savoir, pour le côté pratique, Michel Okeyi, lorsque l'enfant a ce comportement-là qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne lui a pas donné, comment est-ce qu'on réagit? C'est vrai qu'il y a la communication. On s'énerve, hein. Des fois, on s'énerve, hein. Je suis désolée. Ouais. Des fois, on crie un peu, on s'énerve parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut taper sur la table. Ouais. Voilà, je ne peux pas le taper là, mais je tape sur la table, je m'énerve. Il y a des choses, voilà, c'est important de parler, mais quand il dévie un peu, mais je tape sur la table, je ne suis pas d'accord, pas comme ça. Donc, on est obligé, en fait. Il ne faut pas faire autrement, en fait. Oui. Peut-être maintenant, parce qu'il a 20 ans, vous ne le tapez pas, mais peut-être avant... Oui, avant aussi. Maintenant, là, c'est même pas conseillé. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon, donc c'est pas conseillé du tout. C'est plutôt parler.
c'est bien quand il reconnaît son erreur, il revient, je m'excuse, ou bien il va rester dans sa chambre, il sait qu'il a gaffé, qu'il va revenir, bon voilà. Mais j'ai pas eu de grands problèmes avec lui. Donc moi, je remercie toujours Dieu parce que quand j'entends les autres moments parler, j'ai pas eu de grands problèmes avec lui. Vous êtes sauvé. Prie Dieu que j'ai pas de problème à l'avenir. Mais ça a été toujours le dialogue. Je me rappelle d'un fait qui s'est passé en classe de 3e. Je lui avais acheté un téléphone portable. Je lui avais interdit de prendre le téléphone pour aller à l'école. C'était juste pour la maison de temps en temps. Et l'intuition d'une mère est grave, quoi. Donc, un matin, je suis venue, je lui ai dit, mais où est ton portable? Je ne lui ai jamais demandé après son portable. Il dit non, il a laissé à l'école. Je lui ai dit, tu ne peux pas avoir laissé à l'école puisque je te l'ai interdit. Et il tourne en rond, il dit non, son ami a pris et tout ça. Et figurez-vous qu'il avait apporté son téléphone à l'école, le professeur a récupéré, il est parti chez le directeur et j'étais au courant de rien. Mais après questionnement, il m'a avoué, mais il n'a jamais eu plus de portable. En tout cas, on lui a offert des portables, mais pas moi. Ah, okay. Je lui ai dit, c'est la première parce que tu m'as menti, c'est pas normal et tout ça. Je lui ai pu acheter le portable. Il a eu des cadeaux de ses tantes, mais pas de moi. En tout cas, merci beaucoup à Michel Oking. La réalisation va nous permettre d'avoir encore 30 secondes. Un message à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. C'est la fête des mères. Un appel à lancer à toutes ces mamans concernant l'éducation, concernant la présence, concernant l'apport de cette maman pour tous les enfants. Un message important. Vous savez, une mère, forcément, aime son enfant. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec bienveillance. Il faut le faire aussi avec justice et droiture. Surtout si on a plusieurs enfants. Il faut pouvoir dire au grand quand il a fauté, au plus petit. Pour moi, c'est important. Il faut qu'il y ait la justice, l'équité. Il faut aimer les enfants et leur pouvoir leur dire ce qui est bien et du mauvais. Ne pas toujours les couvrir. On peut vous convoquer dans un établissement. Je parle parce que je suis directrice d'établissement. Des fois, on convoque les parents. On est tous d'accord que chacun connaît son enfant. Donc, on sait reconnaître le vrai du faux, mais il y a des parents qui vont couvrir leurs enfants par un excès d'amour. Voilà. Pour moi, j'appelle ça de l'excès de l'amour. Il faut pouvoir taper quand il le faut. Il faut pouvoir rire, causer, mais c'est important de jongler avec tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Michel Oking avec nous aujourd'hui dans cette émission. Bien sûr, on l'a dit, dans la seconde partie, nous allons échanger avec le coach Oued. On parlera de la mère et leader. On aura quelques questions à lui poser et puis on va nous expliquer un peu ça. Ce que c'est la roue de l'année 2025. 2025, c'est pas encore fini, donc la roue, peut tourner. Alors, on va marquer juste une petite pause et on va récompenser un gagnant. Vous permettez, mesdames, je vais récompenser donc un gagnant dans cette émission qui nous fait l'amabilité de nous visiter. Voilà. Il va venir. Michel, je vais prendre le micro. Je vous le redonne tout à l'heure. Venez ici, monsieur. Venez. Alors, vous avez un micro-cravate. Ah, j'ai pas vu. Vous savez, je vois pas de loin. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur Yao Conan d'Orgelès. Oui, moi j'aime bien poser la question aux invités là. Ils disent, si je dis, on dit que non, c'est bizarre. Vous avez gagné quel jour? Le 4 avril. Le 4 avril. C'était quoi la question? À quel groupe ethnique appartient les Yorulais? Les Yorulais. Ils appartiennent à quel groupe? Mandé Sud. Les Mandés du Sud. Avec les Gouro, les Yakuba, les Ouman. Oui, non, c'est bon, vous connaissez. C'est bon. C'est bon. Il est fort. Hassan, on va lui apporter son petit lot. Voilà. Il va donc l'attraper, mais attention au micro, il ne faut pas trop coller là. Merci beaucoup. Ça peut aller. Ça va. On a tout ce qu'il faut dedans. D'accord. Attendez, Michel, le micro. Voilà. Voilà, comme ça. Tenez-le comme ça. Voilà. Un petit mot pour Matin Bonheur. Venez devant. Vous habitez quel quartier déjà? Là, je suis en poste à Daloa. Mais là, à Daloa? Oui, je suis à Yopougon. Donc, c'est à Yopougon. Au Canada. Vous n'êtes même pas rentré dans Abidjan. Vous êtes arrêté. Ah, OK. Ça se passe bien à Daloa. Quel quartier de Daloa? Je suis au quartier Kéman. Quartier? Kéman. Voici la star de Kéman qui est avec nous aujourd'hui. Un petit mot sur Matin Bonheur. D'accord, je tiens vraiment à remercier la RTI. Vous aussi, vous dites merci. Oui. Et comme nous parlons des mères, je profite aussi pour saluer chaleureusement mon épouse et mes enfants. Déjà, ils aiment en profiter dans cette émission. En tout cas, pour tout le bonheur qu'ils m'apportent chaque jour. Oui. Elle s'appelle comment l'épouse? Elvie Diomandé, épouse Yao. Elvie Diomandé, épouse Yao. OK. Maman,
faut prendre soin de lui. Hein. Il aime Foutou, donc il faut piler Foutou. En tout cas, merci beaucoup. Merci de suivre Matin Bonheur. Merci. Vous savez, on est là, c'est pour vous que nous travaillons. Hein. Donc, merci de prendre un peu de votre temps chaque matin pour vous réveiller, pour voir la grosse tête de Thierry Angeval. C'est important. Merci beaucoup. Tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, portez-vous bien. Allez, on va marquer une petite pause et quand on revient, on sera encore avec ces belles dames. Allez, à tout de suite. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise du 14 au 21 mai 2025 la Semaine africaine de la vaccination avec l'intensification de la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 59 mois non vaccinés en routine sur toute l'étendue du territoire national, couplée à la supplémentation de la vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois dans 73 districts sanitaires en routine. Chers parents, rendez-vous dans les centres de santé ou au poste de vaccination mis en place dans vos quartiers ou dans vos villages avec le carnet de santé mère-enfant pour que vos enfants reçoivent leur dose de vaccin et de vitamine A. C'est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Bonjour Paris, 5e édition. La rencontre des humoristes africains. Qui l'eût cru qu'un jour, les pauvres seront en haut et les riches en bas. Tu prends Viviane, tu entres avec. Oh, tu parles de Viviane? Oui. Mais ça, c'est Desbordeaux qui a chanté ça. C'est Desbordeaux. Ça s'appelle l'usurpation de titre. Ça s'appelle, je suis même gentil, j'ai envie de dire le vol. C'est ton dernier bonjour de toutes les façons. Bonjour Paris, 5e édition au Casino de Paris. Quand vous-même vous regardez vos montres là, est-ce que l'heure d'ici c'est même l'heure de là-bas? Aïe, ça dépend des pays. Un enfant comme ça, parle à sa maman, c'est comme si tu m'as déjà frappé. Hé, vous m'avez déjà frappé. Xavier! Tu m'as frappé. Les Camerounais, les Congolais, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se concentrer sur Congo ça. Et puis musique, comédie, humour là, football. C'est pour nous les Ivoiriens, ça bouge pas. Ouais! À suivre ce samedi 31 mai à 20h50 sur RTI 1. Bonjour, un concept RTI. Voilà, nous sommes mardi aujourd'hui et ce mardi, vous avez droit à un beau cours sur ce thème mère et leader aujourd'hui avec bien sûr nos invités et pour décortiquer ce sujet, le coach Bérénice Kodjoed, elle est coach visionnaire. Moi j'aime bien ça parce qu'elle voit. Hein? Elle voit bien dans vos vies. Ah, je vais arrête ça. Ou quand même. Faut pas que les gens me prennent pour cher à la tête. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, coach, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de mère leader, comment porter la vie et des projets. C'est le thème d'aujourd'hui, juste après ce jingle. Eh bien, maternité et leadership, un échange croisé sur, bien sûr, cet autre volet que nous allons avoir dans nos échanges. Alors, le coach, on va directement. On a Michel Okei qui est encore avec nous. On aura un petit cas pratique encore parce qu'il faut lui poser une question pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. Première question, selon vous, en quoi la maternité influence-t-elle le leadership d'une femme? La maternité, c'est le catalyseur du leadership de la femme. Parce que la maternité révèle des qualités que la femme peut-être ignorait. Mais en devenant mère, on se découvre être une leader parce qu'on est dans ce développement d'une vision à long terme. Parce que concevoir un enfant et puis
l'accoucher, le mettre au monde et l'éduquer, l'accompagner dans son développement, c'est une vision à long terme. La maternité également révèle cette capacité pour la maman à prendre des décisions urgentes et aussi rapidement. La maternité permet également à la femme de révéler qu'elle peut rêver pour d'autres, donc formuler une vision et puis associer d'autres personnes à cette vision-là, dont l'enfant lui-même qui est né. Donc la maternité révèle en fait le leadership de la femme. Parce que la femme étant une créatrice à la base, si elle arrive à donner vie, ça veut dire qu'elle peut donner vie à des projets également, et toutes sortes de projets. Donc, ce n'est pas tant que il y a la maternité d'un côté, il y a le leadership d'un autre. La maternité et le leadership sont deux, comment je peux dire ça, deux réalités de la femme qui lui permettent de se développer et de se découvrir en tant que leader. Bien sûr. Voilà. Mais souvent, c'est deux réalités qui entraînent beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions si on n'a pas compris cette mission. OK. Parce que généralement, on se bat pour des choses peut-être qui ne nous appartiennent pas. Quand une chose t'appartient, quand une chose est faite pour toi, tu n'as pas besoin de te battre pour. Tu n'as qu'à développer cette chose, à rester dans ton couloir et puis à y aller. Moi, j'entends des gens dire la vie est un combat. La vie n'est pas un combat. La vie, c'est juste de trouver sa pièce de puzzle et puis l'imbriquer dans le grand puzzle où tout le monde arrive à imbriquer sa pièce. C'est quand tu veux prendre la place d'une autre personne qu'il y a conflit, attention. C'est quand tu ne sais pas peut-être où poser ta pièce de puzzle que toi-même tu es en conflit avec toi-même et peut-être que tu vas convoiter d'autres places qui ne sont pas justement celles que tu devrais avoir. Donc, il n'y a pas de tension, il ne doit pas avoir de tension généralement entre la maternité et le leadership parce que cette maternité-là vient te révéler des choses que tu ne savais pas, des compétences que tu n'as pas, puisqu'on n'apprend pas, il n'y a pas une école où on rentre pour apprendre à être maman avant de ressortir et puis tomber enceinte. Cette réalité de maman, on l'incarne déjà, parce qu'on ne l'apprend pas. Donc, une fois que l'enfant est sorti, tu es face à ta réalité, et puis tu réussis. Pourquoi? Pourquoi tu réussis? Tu réussis parce que tu te sens déjà maman. Parce que tu es déjà maman. Comme j'aime le dire, nous sommes des êtres vivants. Donc, pour avoir, il faut être. Si tu n'es pas dans ta tête et dans tout ton sens maman, tu ne pourras pas justement jouer ce rôle-là. C'est parce que tu es que tu réussis dans ce rôle. Donc, pour faire un parallèle avec la carrière professionnelle, quand tu es en entreprise et que tu aspires à un poste de direction, à un poste de manager, tu vas te comporter d'abord comme ce manager ou cette manager, si je peux le dire, avant même qu'on ne te nomme. N'attends pas qu'on te nomme parce que tu es un être vivant, tu dois être avant d'avoir. Donc, si je me comporte comme une manager, je prends des décisions. Si j'anticipe, si j'innove, alors quand on cherchera à nommer une personne dans mon cercle, on va dire « Ah, Bérénice, je pense qu'elle est bien pour ce poste parce que je suis déjà la personne. » Je n'attends pas d'être nommée sur papier avant d'être ce manager ou cette femme qui va venir pour conduire ses équipes. Donc, en réalité, pourquoi les femmes réussissent à être maman? C'est parce qu'elles le sont déjà. Elles le sont déjà. La femme est destinée à procréer. Donc, si tu as conscience de ça, que tu le sais, alors tu es déjà maman. Et quand tu accouches, quand l'enfant sort de ton ventre, tu commences justement à te révéler parce que cette maternité-là te révèle toutes les qualités peut-être dont tu n'avais pas conscience. OK? Voilà. Alors, j'ai envie de rester un peu sur cet aspect-là et aller un peu plus en profondeur. Parce qu'il y a souvent dans certains cas, certaines dames qui ne sont pas encore mamans, mais qui sont en train de gravir les échelons et qui ont peur de perdre, je vais dire, cette ascension tout en restant à la maison, 9 mois d'abord, ensuite 6 mois et peut-être 1 an, 2 ans, le temps que l'enfant... c'est cette peur-là qui fait souvent qu'il y a des tensions entre ces deux sujets-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, c'est la réalité. Mais la vérité est que le vrai défi, ce n'est pas tant de concilier la vie de maman et la vie de leader, mais c'est de connaître le sens. Quel est le sens que je donne à chaque étape de ma vie? Parce que nous sommes dans cette vie-là où nous vivons des saisons.
Tout est une question de saison. Ce n'est pas la femme qui va te dire le contraire. La femme vit des cycles. Tous les jours, dès qu'elle commence à rentrer dans l'adolescence, la femme vit des cycles. Et tout est une question de cycle. Tout le monde vit des cycles. Il y a le cycle du jour et de la nuit, je l'ai dit ici. Oui. Et justement, cette roue-là, c'est la roue de l'année parce qu'elle permet de déterminer nos cycles. Il y a des périodes dans notre vie où nous sommes plus productives. Il y a des périodes dans notre vie où on a besoin de faire une pause. Donc, si on détermine nos saisons, on arrive à déterminer nos saisons, on pourra vivre mais pleinement parce qu'on donne du sens à la maternité. On se dit, cette période-là, elle est bonne pour moi, pour que je puisse me poser et puis faire mes enfants. Il y a également la période où je rentre dans la vie professionnelle, je dis, cette période-là, c'est de me construire, de me bâtir. Et puis, à un certain moment de ma vie, je vais maintenant me consacrer à la procréation. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va décider, mais la vie peut nous envoyer autre chose. Au moment où on rentre dans la vie active, on peut devenir maman. Et il faut accueillir tout ce que la vie nous envoie. C'est parce qu'on veut faire les choses comme on le veut nous-mêmes qu'il y a tension. C'est parce qu'on a nos intentions que ça crée des tensions lorsque la vie nous envoie autre chose. Alors que la vie, nous devons la vivre. Et vivre la vie, c'est de pouvoir recevoir, accueillir ce qui n'est pas prévu dans notre vie. Ce n'est pas prévu, mais comment est-ce que je conçois cette chose qui n'est pas prévue et qui arrive dans ma réalité? Quand elle arrive dans ma réalité, elle n'est pas anodine, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Il faut que je cherche à comprendre et à donner du sens à ce qui arrive que je n'ai pas prévu. Une fois que j'arrive à vivre de façon fluide tous les événements, à les accepter, à les accueillir, à lâcher prise et à me laisser aller, il n'y a pas de tension. Mais il y a tension quand mes intentions se confrontent à ce que la vie m'envoie. Vous avez parlé de lâcher prise, vous avez évoqué certains thèmes. Moi, j'ai tout de suite envie de poser cette question. Comment faire face à la culpabilité maternelle souvent ressentie lorsqu'on mène plusieurs projets? Alors, la question, quand on me pose cette question, je retourne la question à ces femmes qui me posent la question, qui me disent comment je vais concilier vie de famille et vie professionnelle. Alors, je pose la question. Quand tu es en entreprise, il y a plusieurs projets sur lesquels tu es. Est-ce que tu mènes tous les projets en même temps? Et même si tu mènes tous les projets en même temps, il y en a un ou deux qui auront de la prépondérance sur d'autres. Donc, il y a une question de priorité, d'urgence et de priorité, ou les deux en même temps. Donc, c'est pareil. Pour ma vie de tous les jours, je vais rester en train de voir qu'est-ce qui fait du sens pour moi actuellement. De quoi ai-je besoin? Et il faut écouter son intérieur la plupart du temps. Parce qu'on peut écouter les autres, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas aligné, on n'est pas à l'aise. Parce qu'on a suivi ce que les autres nous ont dit. Mais quand j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui vient de mon cœur, parce que le cœur est plus proche de moi que les autres personnes qui sont à l'extérieur de mon être, quand j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, je prends la décision, et même quand les autres ne sont pas d'accord, ne comprennent pas la décision que j'ai prise, moi je suis aligné avec et je vis épanoui. L'essentiel, c'est d'écouter son intérieur, de voir qu'est-ce qui fait du sens pour moi en ce moment. De quoi ai-je besoin en ce moment? Pas de quoi est-ce que les autres auront besoin par rapport à moi. Alors, avoir des enfants, réussir l'éducation de ses enfants, voir ses enfants grandir, c'est un succès. Être bien dans la société, dans une entreprise, c'est aussi un succès. Est-ce que quelque part, la femme doit redéfinir le succès? Alors, pour moi, c'est plutôt la réussite. Okay. Parce que les succès, ce sont les autres qui vont t'attribuer un succès. Okay. Il y en a à qui on attribue le succès, mais intérieurement, qui disent qu'ils ou elles n'ont pas réussi. Pas encore, oui. Donc, c'est de concevoir qu'est-ce qui constitue, moi, ma réussite. Est-ce que ma réussite, c'est d'oublier ma vie familiale et de monter en compétences en entreprise? Oui. Est-ce que ma réussite, c'est de pouvoir fonder une famille et avoir en même temps avec la famille mes activités professionnelles? Est-ce que ma réussite, c'est me consacrer complètement à mes enfants et ne pas aller en entreprise? Donc, tout dépend de comment tu conçois ta réussite. Parce que la réussite, elle est personnelle. Okay. Elle est personnelle. Personne ne viendra te dire tu as réussi ou tu n'as pas réussi. C'est toi seul qui pourras déterminer ta capacité à réussir. Est-ce que j'ai vraiment réussi? Et la réussite va dépendre de qui tu es, de comment tu conçois la vie, de qu'est-ce que tu perçois, mais pas de ce que les gens diront de toi. Bien sûr. Avant qu'on ne termine, on va quand même expliquer cela. Oui, la roue de l'année, oui. C'est justement...
C'est 3 outils en un. Il y a le premier cercle au centre qui nous permet de faire un bilan intrapersonnel et de pouvoir se concentrer ou mettre son énergie sur les axes de notre vie que nous souhaitons développer. Donc, il y a le volet familial, professionnel, il y a l'environnement physique, on a la croissance personnelle, on a le volet financier. Qu'est-ce que je veux développer? Ensuite, le calendrier en forme circulaire pour dire que le temps n'est pas linéaire, mais on vit des cycles. Alors, comment je détermine ma capacité à être productive ici? Quelles sont les périodes de ma vie où je peux réaliser ça, où je n'ai pas pu réaliser ceci? Ou alors, dans ma journée, quand je ramène ça à la journée, à quel moment de la journée je suis assez productive pour pouvoir faire le maximum et puis après, relâcher. Et après, il y a la roue blanche, toute blanche, qui est la roue de l'inconnu. Accueillir ce que la vie m'envoie, que je n'ai pas prévu. Et comment... joindre les deux pour vivre une vie épanouie. Donc, c'est un outil qui nous permet d'être épanouis, de déterminer nos cycles et de faire un bilan intrapersonnel. Voilà. OK, coach. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? On a beaucoup parlé, on a tellement bien parlé. Moi, quand vous parlez, je suis scotché comme ça. Hein? Oui. N'est-ce pas? Michel, elle est déjà dans le cabinet. Hein? Elle est déjà dans le cabinet pour une consultation. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? Alors, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas une femme qui est leader, il n'y a pas une femme qui est maman. Oui. La maternité révèle notre leadership. Oui. La maternité est le catalyseur du leadership. Alors, il faut pouvoir se donner des outils. Un agenda intentionnel et non organisationnel. Quelles sont les intentions que j'ai? Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est-ce que je m'oublie? Qu'est-ce que je choisis de faire? Qu'est-ce que je choisis de ne pas faire? L'essentiel, tout se ramène à nous. Tout se passe à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'on crée l'extérieur. Alors, ne pas partir de l'extérieur vers l'intérieur, mais partir de l'intérieur, ce que je veux pour produire, pour créer. Coach Bérénice Kodjoued, elle est coach visionnaire. Michel, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a? Le micro. C'est parti de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On a tendance à faire le contraire à cause des regards des autres. Ça, c'est une bonne leçon, en tout cas, ce matin. Oui, on a beaucoup appris. Hein. Oui, avec cette dame-là, moi, j'apprends tout le temps. Merci beaucoup. Ah oui, quand même. Je pense qu'on va venir là. On va venir ici, au centre, hein, mesdames, parce qu'on doit quand même voir vos tenues. Hein? Vous allez vous mettre là? Là, allez-y. Là. Voilà, moi, je me mets ici. Hein. Franchement, j'adore le design. Hein. Ça, c'est de la maison Michel Yakis. Michel Yakis. Hein. On peut se permettre. Hein. On peut se permettre. On va pas aux deux plateaux. En tout cas, merci. Pour le style vestimentaire, je voulais terminer avec ça parce que vous êtes tellement bien mise. Et puis, on a toutes les couleurs. On a eu le noir de l'élégance avec le docteur Topégueux, le rouge, la vivacité. Et le bleu, coach, le bleu, c'est... Le bleu, ce sont des personnes qui sont très conformes, qui sont orientées sur les règles, ce qui a été prévu. C'est vrai ou pas? Ah, OK. Elle est très méticuleuse, elle regarde tous les détails. Voilà, les personnes qui sont bleues sont ces personnes-là qui sont orientées vers tout ce qui est détail, qui sont très minutieuses, et que tu n'as même pas mis une virgule ou bien tu as omis de tracer ce trait-là, elle va te dire non, retourne avec ça, c'est pas comme ça que ça devait être. Ah, voilà. OK. Ça peut aller. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, mettez ça dans votre quotidien, chère madame. Ça vous permettra d'être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Demain, on va se retrouver pour un bon coup de mercredi. Merci Michel, coach. Merci Dr Topégueux. Merci à toutes nos équipes. Et à demain, toujours sur la chaîne qui nous rassemble tous. Au revoir.